Et si je vous disais que l'une des plus somptueuses créations joaillières de la maison Cartier, un cadeau offert par un père en disgrâce à sa fille, symbole d'un amour ayant survécu à l'exil et à la séparation, fut finalement cédé pour une bouchée de pain et que sa trace se perdit dans les tourments du XXe siècle? Ce n'est pas qu'une simple histoire de joyaux. C'est une saga, celle d'une grande duchesse, du faste et de la tragédie de la dernière famille impériale de Russie, gravée dans le bleu profond des saphirs et l'éclat froid des diamants. Dès sa naissance, la vie de la grande duchesse Maria Pavlovna, petite fille de l'empereur Alexandre II, fut empreinte de plus d'ombre que de lumière. Le destin lui ravit tôt sa mère, la princesse grecque Alexandra, qui s'éteignit en donnant la vie à son jeune frère, Dimitri. Ce coup du sort ne fut que le prélude à une longue série de pertes. Son père, le grand-duc Pavel Alexandrovitch, fils cadet du tsar libérateur, trouva bientôt consolation dans un nouveau mariage morganatique avec Olga Pistolkors. Cette union, contractée contre la volonté de l'empereur Nicolas II, lui coûta tout: sa position, sa fortune et, par-dessus tout, sa patrie. Il fut banni de Russie, tandis que ses enfants, Maria et Dimitri, furent confiés à la garde de leur oncle et tante, le grand-duc Sergueï Alexandrovitch, et son épouse, Elisaveta Fyodorovna, sœur aînée de l'impératrice. Maria Pavlovna se remémora plus tard ces années comme une période de profonde blessure de l'âme. Orphelin d'un père pourtant vivant, elle et son frère languissaient de son amour. Leur oncle, Sergueï Alexandrovitch, malgré une sincère affection pour ses neveux et nièces, était un homme aux règles strictes et aux principes inébranlables. Il condamnait fermement l'acte de son frère et, ayant pris sur lui le fardeau de la tutelle, il protégeait jalousement les enfants de l'influence de ce parent fautif. La correspondance était strictement mesurée et soumise à la censure. Chaque lettre, écrite d'une main d'enfant et emplie de la nostalgie de son père, atterrissait d'abord sur la table du grand-duc. Il estimait qu'il portait l'entière responsabilité de leur destin et n'admettait pas la moindre ombre d'ingérence de la part de l'exilé. La demeure de l'oncle devint pour Maria une cage dorée, remplie de luxe, mais dépourvue de l'essentiel, la chaleur paternelle. Si, malgré toute sa sévérité, il était encore possible de trouver un terrain d'entente avec l'oncle, les relations avec leur tante, Elisaveta Fyodorovna, ou Ella, comme on l'appelait en famille, étaient bien plus complexes. Belle, majestueuse, toujours impeccablement élégante, Ella ressemblait à une statue de glace. La légende raconte qu'à l'âge de 9 ans, après la mort tragique de son jeune frère Friedrich, atteint d'hémophilie, elle fit vœu de célibat et de stérilité. Étant la petite fille de la reine Victoria, elle comprenait qu'elle était porteuse du gène fatal et ne voulait pas le transmettre à sa descendance. Son mariage avec Sergueï Alexandrovitch, de l'avis de nombreux contemporains, fut un mariage blanc, une union des âmes plutôt que des corps. Ils vivaient comme frères et sœurs, et l'arrivée dans leur demeure des neveux orphelins de son époux devint pour Elisaveta Fyodorovna une lourde épreuve. Maria Pavlovna sentait que sa tante les jalousait, elle et son frère, auprès de son époux, les considérant comme des rivaux indésirables pour son affection. Pendant de longues années, les enfants ne connurent d'elle aucune tendresse. Mais le temps et le chagrin partagés firent lentement fondre la glace dans le cœur de la grande duchesse. Lorsque Maria fut gravement atteinte de la diphtérie, maladie qui avait emporté en son temps sa propre mère et sa sœur, elle découvrit une autre Ella. Sa tante ne quitta pas son chevet, la soignant personnellement, oubliant le danger mortel. Progressivement, la froideur céda la place à une sollicitude quasi maternelle. Maria se souvenait combien, même jeune fille, elle avait toujours admiré le goût irréprochable de sa tante. Elisaveta Fyodorovna possédait une collection de joyaux légendaires à laquelle une pièce entière du palais était dédiée, véritable trésor. En se préparant pour un bal, la grande duchesse envoyait souvent sa nièce chercher tel ou tel ornement,
et Maria, le cœur battant, pénétrait dans ce monde scintillant, touchant des chefs-d'œuvre de l'art joaillier. Elle ne se doutait pas qu'il lui incomberait très bientôt de devenir la propriétaire de trésors tout aussi magnifiques, mais à quel prix? Mais les murs dorés du palais ne purent les protéger des tragédies qui s'amoncelaient à l'horizon, et la première d'entre elles allait changer à jamais la vie non seulement de Maria, mais de toute la famille impériale. Le début du XXe siècle fut pour la Russie une période de grands bouleversements. La guerre russo-japonaise perdue et la tension révolutionnaire croissante transformèrent le pays en un véritable brasier. Le grand-duc Sergueï Alexandrovitch, en tant que gouverneur général de Moscou, devint l'une des figures les plus haïes des révolutionnaires. On lui imputa la tragédie du champ de Kodinka lors du couronnement de Nicolas II, lui valant le surnom amer de « prince de Kodinka ». En février 1905, sa vie fut fauchée par la main de ses détracteurs. Maria Pavlovna n'avait que 15 ans. La mort de son oncle, qu'elle avait, malgré sa sévérité, fini par aimer, fut pour elle un deuxième coup terrible après la perte de ses parents. Pour Elisaveta Fyodorovna, la mort de son mari marqua un point de non-retour. Déjà de plus en plus pieuse, elle décida alors de se retirer définitivement du monde. La tragédie la brisa, mais lui donna en même temps un nouveau but, plus élevé. Elle vendit ses innombrables trésors. Une partie fut distribuée à des membres de sa famille, l'autre fut mise aux enchères. Maria se souvenait avec douleur comment leur palais s'était vidé et refroidi, privé non seulement de ses joyaux, mais aussi d'œuvres d'art et même de mobilier. Avec l'argent récolté, Elisaveta Fyodorovna fonda à Moscou le couvent de la Miséricorde de Marthe et Marie et en devint l'higoumène. Mais avant de revêtir l'habit monastique, elle devait régler le sort de ses pupilles. Dimitri Pavlovitch fut placé sous la tutelle de l'empereur lui-même, et pour Maria, sa tante trouva, à son avis, une brillante union. Le prince Wilhelm de Suède, deuxième dans l'ordre de succession au trône. Elisaveta Fyodorovna trouva son chemin vers le salut dans la foi, mais pour la jeune Maria, ce chemin signifiait une nouvelle forme d'exil, un mariage de raison qui allait déterminer tout son destin futur. Maria, âgée de 16 ans, une jeune femme aux idées progressistes, s'y opposa. Elle rêvait d'un mariage d'amour, non d'une alliance dynastique. Son père la soutint également. Le grand-duc Pavel Alexandrovitch, que Nicolas II autorisait occasionnellement à revenir en Russie à cette époque, était furieux. Comment Elisaveta Fyodorovna avait-elle osé décider du destin de sa fille sans lui demander son avis? Une conversation houleuse eut lieu entre eux, mais la grande-duchesse fut inflexible. Elle considérait ce mariage comme un bienfait pour sa nièce. Lors d'un entretien en tête-à-tête avec Maria, utilisant toute son influence et son autorité, elle convainquit la jeune femme de se soumettre au destin. La seule chose que Maria obtint fut le report du mariage jusqu'à sa majorité. En 1908, un mariage somptueux fut célébré à Tsarskoye Selo. Maria Pavlovna, petite fille de l'empereur, reçut une fortune en dot et en cadeaux. Mais le présent le plus cher à son cœur lui fut offert par son père. Malgré son exil et la perte de sa pension impériale, Pavel Alexandrovitch trouva les moyens de ne pas se déshonorer. Il commanda au plus célèbre joaillier de Paris, Louis Cartier, un cadeau de mariage pour sa fille adorée, une éblouissante parure de saphir composée d'un diadème kokochnik, d'un collier et d'une broche de corsage. Ce n'était pas seulement un ensemble de bijoux, c'était le geste d'un amour paternel désespéré qui avait transpercé des années de séparation et de réprobation. En commandant cette parure, Pavel Alexandrovitch s'était peut-être inspiré du célèbre diadème de saphir bleuet que Nicolas II avait offert à son épouse, Alexandra Fyodorovna. Mais la création de Cartier marqua l'entrée dans une nouvelle ère. Fabriqué en platine, un métal à la mode et résistant qui permettait de créer des structures légères et aériennes, la diadème était un magnifique exemple du style guirlande.
Elle reprenait la forme du traditionnel kokochnik russe, mais son design était empreint d'une élégance française. 3 immenses saphirs du Cachemire de taille coussin, d'un bleu profond et velouté, ce même bleu royal, si prisé des Romanov, couronnait la composition. Ils étaient enchâssés dans une dentelle ajourée de platine, constellée de diamants taillés à l'ancienne, qui scintillaient d'une lumière douce et mystérieuse. Les motifs de volutes et de festons de diamants, rappelant les arabesques glacées sur une fenêtre, créaient une sensation d'apesanteur et de grâce. Le collier et la broche de corsage reprenaient les motifs du diadème, formant un ensemble harmonieux et majestueux. Selon l'une des versions, le grand-duc n'aurait financé que le diadème et le collier, la création de la broche ayant été prise en charge par d'autres membres de la famille, désireux d'aider leurs parents en disgrâce. Ce chef-d'œuvre de saphir était le symbole d'un amour paternel inébranlable. Mais comment la jeune grande-duchesse portait-elle ce trésor dans les froides salles de la cour de Suède, si différente de la magnificence des Romanov? Lors de la cérémonie même du mariage, Maria Pavlovna ne put arborer le cadeau de son père. En tant que petite fille de l'empereur, elle était obligée de se marier dans la tenue traditionnelle et incroyablement lourde des Romanov, faite de brocart d'argent et parée de diamants provenant du trésor de la couronne. Sa tête était coiffée de la célèbre tiare de mariage ornée d'un diamant rose, et une énorme broche de diamants scintillait sur sa poitrine. La tenue était si lourde que lors du banquet nuptial, la jeune mariée, épuisée, retira ses massives boucles d'oreilles en forme de cerise et les accrocha au bord de son verre de vin, ce qui amusa grandement l'empereur assis à ses côtés. Mais plus tard, une fois en Suède, la parure de saphir de son père devint l'une de ses parures principales. La cour suédoise, stricte et protestante, contrastait fortement avec la cour russe, luxueuse et orthodoxe. Ici, les bijoux de Maria, rapportés de Russie, firent sensation. De célèbres photographies subsistent sur lesquelles la grande-duchesse pose dans la robe de cour noire, introduite dès le XVIIIe siècle par le roi Gustave III. Sur le fond de velours sombre et de la cape d'hermine, les saphirs de quartier brûlaient d'un feu bleu profond, venu d'un autre monde, et les diamants scintillaient comme une constellation d'étoiles dans le ciel nocturne. Sur ces mêmes photos, on peut distinguer un autre trésor rapporté de Russie, un élégant ras de cou de diamants en forme d'anneaux entrelacés. On pense que ce bijou raffiné de Fabergé avait appartenu auparavant à sa tante, Elisaveta Fyodorovna, et fut offert à sa nièce soit pour son mariage, soit pendant la période où la grande-duchesse se débarrassait de ses trésors avant d'entrer au couvent. En outre, Maria reçut également de sa tante une magnifique parure d'émeraude. Le destin de ces émeraudes est connu. Après la Révolution, Maria les vendit à sa cousine, la reine Marie de Roumanie. Aujourd'hui, la tiare de cet ensemble, certes avec des émeraudes remplacées par des pierres synthétiques, se trouve dans la collection Van Cleef et Arpels. Mais la trace de la parure de saphir et du ras de cou Fabergé, hélas, s'est perdue. Mais aucun trésor ne pouvait adoucir une vie conjugale malheureuse. Le mariage avec le prince Wilhelm s'avéra une erreur. Ils étaient de parfaits étrangers. Il me semblait que mon fiancé était une personne complètement étrangère, avec qui rien ne me liait, écrivit-elle dans ses mémoires. Bientôt, je commençais à ressentir une quasi-aversion envers lui. La situation me devint insupportable. Un an après la naissance de son fils Lennart, Maria Pavlovna accomplit un acte inouï pour l'époque. Elle obtint le divorce et, laissant son fils en Suède, car il était considéré comme héritier du trône, elle retourna en Russie. Laissant derrière elle un mariage malheureux et l'austérité de la cour de Suède, Maria Pavlovna regagna la Russie, sans savoir qu'elle ne revenait pas chez elle, mais au cœur d'une catastrophe qui allait engloutir sa famille et ses trésors.
Elle revint juste à temps pour les célébrations du 300e anniversaire de la maison Romanov en 1913. Son père avait enfin été pardonné par l'empereur et pu rentrer dans sa patrie avec sa famille. La vie semblait enfin prendre un tour favorable. Mais à peine un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclatait, suivie de la révolution qui balaya l'ancien monde jusqu'à ses fondations. Pour Maria Pavlovna, cette période fut une succession de pertes irréparables. Dans la forteresse Pierre et Paul, son père bien-aimé, le grand-duc Paul Alexandrovitch, fut exécuté. À Alapaïevsk, son demi-frère Vladimir Palais, poète talentueux, trouva une mort de martyr aux côtés de cette fameuse tante Ella, la grande-duchesse Elisabeth Fyodorovna. Le monde qu'elle avait connu s'effondrait. Dans ses mémoires, Maria Pavlovna décrit comment, en ces jours terribles, elle tenta de sauver ses bijoux, le dernier lien qui la rattachait à sa vie d'antan. L'une de ses diadèmes, on ignore laquelle exactement, elle la démonta, déposa les pierres au fond d'un encrier, les recouvrit de paraffine et versa de l'encre par-dessus. Les tchéquistes qui fouillèrent sa demeure retournèrent tout de fond en comble, mais ils ne songèrent pas à jeter un œil dans l'humble encrier posé sur la table. Finalement, par un véritable miracle, elle réussit à fuir une Russie en proie au chaos. À cette époque, elle était mariée pour la deuxième fois, cette fois par amour, au prince Serge Poutiatine. Ils vécurent d'abord en Roumanie, auprès de la reine Marie, mais déménagèrent bientôt à Londres, chez le frère de la grande-duchesse, Dimitri Pavlovitch. Et c'est là, en exil, que les trésors jadis laissés en Suède la retrouvèrent. Par des canaux diplomatiques, elle parvint à récupérer les joyaux qui étaient restés à la cour de Suède après son divorce. Parmi eux, avec une écrasante probabilité, se trouvait la fameuse parure de saphir, l'ultime présent de son père. C'est ici que se joua le dernier acte dramatique de ce bijou. La grande-duchesse, foncièrement peu pratique et désespérément en quête de fonds pour sa survie, liquida ses trésors. Elle les vendit immédiatement, hâtivement, pour une bouchée de pain. En ces années-là, les marchés européens étaient inondés de joyaux provenant des aristocrates russes exilés, et leur prix était ridiculement bas. Cette magnifique création de quartier, symbole d'un amour paternel et vestige d'un grand empire, fut vendue pour une infime fraction de sa valeur réelle et disparut à jamais. Son destin ultérieur reste inconnu. Peut-être la parure fut-elle démantelée, ses pierres vendues séparément. Peut-être, encore aujourd'hui, repose-t-elle dans une collection privée, à l'abri des regards indiscrets. La vie de Maria Pavlovna en exil fut un kaléidoscope de hauts et de bas. Elle divorça de son second mari. Faisant preuve d'une volonté inébranlable, elle ouvrit à Paris un atelier de broderie nommé Kitmir et collabora avec succès pendant de longues années avec la célèbre Coco Chanel elle-même. Mais la Grande Dépression ravagea son entreprise. Elle partit pour l'Amérique, où elle exerça les métiers de photographe et de journaliste. Durant les dernières années de sa vie, elle vécut aux dépens de son fils Lennart, qui, devenu adulte, avait renoncé à ses droits sur le trône de Suède pour un mariage morganatique. Ainsi, la boucle était bouclée. Le fils reproduisait le destin de son grand-père, choisissant l'amour plutôt que la couronne. Ainsi s'achève l'histoire de la parure de saphir de la grande-duchesse Maria Pavlovna. Une histoire qui débuta comme un conte féerique sur le don d'un père aimant et se termina en tragédie de la survie. Ces pierres furent les témoins de l'éclat de la cour impériale, de la froideur de l'exil suédois, des horreurs de la Révolution et du désespoir de l'émigration. Elles absorbèrent l'amour, la douleur, l'espoir et la perte de toute une génération. Et bien qu'aujourd'hui nous ignorions où elles se trouvent, leur histoire perdure, nous rappelant que la véritable valeur des grands bijoux ne réside pas seulement dans les carats et la taille impeccable, mais aussi dans les destins humains qu'ils reflètent. Selon vous, quelle est la véritable richesse,
le trésor en tant que tel ou la mémoire qu'il a portée à travers les tempêtes de l'histoire. Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos nouveaux récits sur les grands joyaux et leurs illustres propriétaires.